s'adapter en pleine tempête, faire preuve de résilience. Et je laisse la parole à Benoît Devaux, qui est directeur général du groupe Hopscotch et membre du bureau de l'Observatoire. À toi, Benoît. Bonjour à tous, merci Jérôme. Donc on va enchaîner avec une table donc, sur la résilience des entreprises dans cette période compliquée. Donc on a la chance d'avoir avec nous Foulque Daboville, qui est directeur général de Culture Espace, Charles-Henri Devigny, qui est président de la Fédération des investisseurs individuels, et puis Jean Ballas, qui est le président du groupe Ballas. Donc je vous propose de commencer tout de suite, parce qu'on a fait effectivement un petit peu de retard, avec Charles-Henri Devigny. Donc Charles-Henri, qui, donc je viens de dire, est président, et c'est pour ça qu'on t'a fait venir aujourd'hui, donc de la Fédération des investisseurs individuels, mais tu es aussi un communicant avec un parcours en agence et un institut de sondage, et tu diriges l'agence Reputation Edge. Donc je vais te chercher, là je ne sais pas où tu es. Il faut que tu branches ton micro. Et donc je suis branché, non? Oui, mais on ne te voit pas, je pense. Ah si, moi j'ai même mis le truc. Voilà, on te voit, ça y est. Voilà. Donc Charles-Henri, j'avais une première question. Quand on a préparé cette table ronde, tu m'avais expliqué que tu comparais souvent la bourse à un hypermarché avec des rayonnages, avec des secteurs d'activité qui sont mis en concurrence entre eux, et sur chaque rayonnage, sur chaque secteur d'activité, des émetteurs qui eux-mêmes sont en concurrence. Est-ce que tu peux nous dire comment les investisseurs donc individuels, les investisseurs que tu connais bien, se comportent dans leurs choix, et est-ce qu'ils les modifient avec la crise actuelle? Alors oui, la bourse est un hypermarché parce que vous avez différents rayons. Vous avez donc le secteur banque, assurance, finance, vous avez le secteur énergie, vous avez le secteur food, vous avez le secteur beauté et ce genre de choses. Et donc à partir de là, vous avez un certain nombre d'entreprises qui se font concurrence. Vous avez AXA contre Generali, BNP Paribas contre Société Générale, vous avez Total contre Engie, L'Oréal contre Revlon ou de ce genre de choses. Et donc, l'actionnaire individuel, il se balade dans ses rayons et il va acheter un produit. Il va investir. Et il n'investit pas uniquement à cause du prix, il investit aussi pour d'autres choses, pour d'autres éléments. Je veux dire que ce qui l'importe, c'est aussi le management. Est-ce qu'il a confiance dans le management? Est-ce qu'il a confiance dans le président? Est-ce qu'il a confiance aussi dans les produits? Est-ce que l'entreprise s'internationalise? Est-ce que l'entreprise a des brevets? Je veux dire que là-dessus, pendant toute la première table ronde et avec la ministre, on a entendu ce genre de choses. Et ça, c'est pris en compte depuis quand même un certain nombre d'années par l'actionnaire individuel, même si lui, avant tout, un rendement et une plus-value, mais il sait pertinemment que les éléments sous-jacents que sont ceux qu'on vient de citer vont améliorer la performance financière de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il recherche ce type de performance et il recherche ce type de critères. On le voit bien d'ailleurs, quand vous avez des boîtes qui sont soldées comme du Alcatel à une époque à 1 euro, ou vous avez du Solocal à 3 centimes d'euros, qui sont bradés sur le marché, vous n'avez pas énormément d'actionnaires qui vont se précipiter pour acheter ce type de valeur. Donc ça, c'est un élément très important et c'est pour ça que je pense qu'il est important que les entreprises qui sont cotées soient market, en fait, leur titre et ne parlent pas que d'EBITDA, de ratio, PER et autres, que d'éléments financiers, mais aille dans une communication beaucoup plus large et beaucoup plus explicite en termes de stratégie et de positionnement et de produits. Ouais, alors, donc justement, on arrive sur le sujet du jour, donc les immatériels. On note que 70% de la valorisation d'une entreprise cotée correspond à ses actifs immatériels. Est-ce que ces actifs sont bien identifiés par les actionnaires individuels, puisque dans la majorité des cas, ils n'apparaissent pas dans les bilans? Comment ils font pour les regarder, pour les analyser? Est-ce que c'est un critère de pérennité, de résilience pour les entreprises?
Alors, comme tu le dis, ça apparaît peu dans les bilans, mais en revanche, ça apparaît dans le rapport annuel, ça apparaît aussi dans la pub, ça apparaît dans la vie de l'entreprise. Donc, l'actionnaire individuel, il regarde aussi l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et c'est là-dessus qu'il se fonde. Ensuite, un actionnaire individuel, il va investir dans une entreprise dont il comprend le business. Quand il comprend pas le business, il va pas investir. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que nous, on encourage les entreprises qui sont cotées, hein, bien évidemment, mais même les non cotées d'ailleurs, parce que maintenant, de plus en plus d'investisseurs particuliers souhaitent investir dans le non coté. De bien expliquer leur stratégie et leur business et tous ces aspects, je dirais, comme tu le dis, immatériels. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, qui est intéressant, c'est toutes ces nouvelles entreprises qui se font coter et toutes ces intros en bourse. Euh, et là, il y a une vraie appétence de la part des investisseurs particuliers, puisque lorsqu'on regarde les chiffres, c'est 25% du papier qui est placé auprès des particuliers. Quand tu veux t'introduire en bourse, tu as au moins 25% de tes actions qui sont prises par les particuliers, voire plus. Donc, il y a aussi, à ce moment-là, il y a un vrai souhait de la part des Français de s'investir dans des nouvelles entreprises et de créer donc de futurs champions internationaux. Et ce qui ce qui me permet d'aller sur autre chose, c'est que ces actionnaires individuels ont comment dire, ont gagné en nombre. Quoi. Je veux dire qu'on a, en France, depuis le début du confinement, on a gagné plus de 200 000 actionnaires individuels, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, un fort rajeunissement de cet actionnariat. Alors, tu vas me dire, c'est des 18-25 ans. Non, pas encore, mais c'est plutôt des 45-55 ans, alors que la moyenne générale de l'actionnaire individuel est plutôt autour de 60 ans. Mais c'est déjà pas mal. Et parmi ces 200 000 nouveaux actionnaires, on voit qu'il y a quand même des jeunes, parce que il y a 3,5% de ces personnes qui ont ouvert des PEA jeunes, donc c'est-à-dire des 18-25 ans. Voilà. Donc il y a un certain rajeunissement, donc ils sont très pro-business, et il y a une vraie volonté de comprendre vers quoi l'entreprise veut les emmener. D'accord. Et donc, du coup, moi j'ai une dernière question qui est liée à la crise dans laquelle nous traversons, et on est de plus en plus conscient en train d'accélérer la transformation des entreprises. Il y a une mutation digitale, il y a une diminution annoncée de la consommation de pétrole par BP, il y a l'écologie qui prend une place de plus en plus importante. Et donc les investisseurs individuels sont-ils à l'écoute de ces changements, et est-ce qu'ils anticipent les secteurs d'activité, les entreprises qui vont être les plus résilientes, qui vont traverser la crise? Ça, c'est trop tôt pour le poser comme question. C'est un peu tôt pour le dire. C'est compliqué. Moi, je peux pas répondre à leur place parce que là-dessus, j'ai pas véritablement de retour. Hein. J'ai pas mal de questions, mais je peux pas te dire, voilà, est-ce qu'ils vont plus aller vers ce type d'entreprise? Parce que la seule chose que l'on peut constater, et c'était le débat qu'on avait eu aussi sur les histoires de labels, le label Relance, les labels ESG, les labels ISR et autre chose, on s'aperçoit que pour l'investisseur individuel qui va investir directement dans une entreprise, c'est un sujet, mais c'est pas le principal sujet. En revanche, pour un investisseur individuel qui va investir dans un fonds, donc de gestion collective, là c'est un véritable sujet, et c'est un véritable élément marketing pour le gestionnaire de dire qu'il y a du sens. C'est vrai que ces nouveaux actionnaires vont vers des sociétés ou vers des produits qui ont un certain sens pour eux, et ils veulent donner du sens à leur épargne. Mais quand on investit en direct, la première chose que l'on recherche quand même, c'est le rendement et la performance et la plus-value.
En revanche, quand on est sur un fond, c'est plus long terme, et donc là-dessus, on peut être justement sur des sujets tout à fait résilients. Mais se pose la question de la qualité du label ou qu'est-ce que veut dire un label? Parce que quand je constate que tous les fonds monétaires peuvent avoir un label ISR, je me pose des questions. Bon, ça sera. Il faut que tu patientes sur la prochaine table ronde qui parlera de tout le travail qui est en train d'être fait sur des indicateurs extra-financiers à Bruxelles. Et il y aura peut-être des réponses à ta question. Je propose maintenant de prendre un petit échange avec Foulque Daboville, donc qui est dirigeant chez Culture Espace, qui s'occupe de l'Île-de-France depuis quelque temps. Est-ce que Foulque, vous êtes connecté? Oui, moi votre micro se branche. Voilà, moi je vous entends bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je ne vois pas encore votre... voilà, donc bonjour Foulque. Bonjour Modin. Je vais vous mettre à l'époque, voilà. Et donc, donc je disais, vous êtes directeur Île-de-France de Culture Espace, qui est une très très belle entreprise. On ne connaît pas forcément cette entreprise, mais on connaît les sites que vous gérez. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot et nous présenter votre stratégie avec un focus sur la stratégie digitale que vous avez enclenchée il y a quelques années et qui est assez bénéfique, je crois, et salutaire dans cette période compliquée. Oui, absolument. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Bien Culture Espace, donc c'est une société privée, ce qui n'est pas toujours évident en France quand on parle de culture et de musée par exemple. Donc on exploite pour le compte de propriétaires qui sont assez variés des sites culturels. Alors on pourrait citer le musée Jacques Marandré à Paris, l'Atelier des Lumières, la Villa Efrudi Rothschild, la Cité de l'Automobile à Mulhouse, les arènes de Nîmes. Voilà donc une quinzaine de sites répartis un petit peu partout en France. Donc notre métier, ça consiste à mettre en valeur des sites, donc d'avoir une grande exigence dans la tenue du site, évidemment, dans l'aménagement de ce site, y accueillir du public avec une offre de services complète. Alors il y a non seulement le site avec sa billetterie, mais il y a aussi la librairie, le restaurant, l'événementiel d'entreprise, ce qui n'allait pas forcément de soi au début de cette aventure. Et puis accueillir du public et surtout le faire revenir, et donc développer une véritable expertise et des savoir-faire, je dirais, dans la production d'expositions temporaires, dans la réalisation de spectacles historiques, voilà, tout un certain nombre de choses. On a voulu se positionner d'emblée comme un acteur très haut de gamme dans la tenue du site, dans la formation du personnel. Voilà, tous ces éléments vous font comprendre l'importance chez nous du capital humain et puis du développement des savoir-faire. Alors on parlait de stratégie, notamment la stratégie digitale. Effectivement, quand la question du numérique s'est posée, comme pour tout le monde, hein, il y a quelques années, on a fait un choix très fort qui était pas seulement de chercher à introduire du numérique dans notre métier. Donc on peut imaginer développer des applications, mettre en place des tablettes pour aider à la visite, etc. On a voulu digitaliser complètement notre métier et partir sur la production complète d'expositions numériques immersives. Et c'est ce qui a donné les carrières de lumière au Bout de Provence, l'Atelier des Lumières à Paris, les bassins des Lumières à Bordeaux. Et puis on a eu des ouvertures de sites où on va en avoir en Corée du Sud, à Dubaï, à New York, voilà, dans les 2 prochaines années. On partait un petit peu pour parler stratégie du constat que le marché de l'art allait se raréfier. La circulation d'œuvres était de plus en plus compliquée, les coûts des expositions étaient de plus en plus chers, et donc finalement digitaliser toute cette offre et puis l'amener au plus près dans des lieux dédiés à ça de nos visiteurs, c'était une bonne stratégie. Et finalement, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre a confirmé cette stratégie, en fait, puisque on voit la réouverture poindre son nez pour nous.
En revanche, les circulations d'œuvres et les grands lancements d'expositions, ça pour le coup, on n'est pas capable de le faire encore tout de suite. Merci. Alors, deuxième question, vous travaillez donc sur des actifs immatériels incroyables, souvent du patrimoine national, avec des monuments historiques de grande renommée, mais vous avez aussi développé une expertise de créer cet actif immatériel sur des sites, sur des territoires qui sont pas forcément d'une grande valeur avant que vous n'interveniez. Donc je pense au hangar perdu dans le 11e, dans lequel vous avez créé cette cathédrale de lumière à Paris, et puis le deuxième site que vous venez d'ouvrir à Bordeaux avec beaucoup de succès, dans un ancien hangar à sous-marins oublié depuis la guerre. Donc là aussi, vous êtes en train de refaire vivre des lieux qui étaient abandonnés en fait depuis des années. Oui, absolument. Alors, c'est peut-être intéressant de préciser, ça peut peut-être paraître surprenant, mais qu'en fait, on est une filiale d'Engie depuis le commencement quasiment. Et finalement, pour Engie, quand ils sont rentrés au capital, il y avait déjà un petit peu cette idée de s'adresser aux collectivités d'une autre façon que par leur cœur de métier, par les réseaux, par la distribution, etc. Et c'est vrai que puisqu'on s'intéressait initialement à des monuments historiques, ce genre de choses, eh bien ceux-là sont au cœur des cités, des collectivités, et donc c'était un bon moyen d'ajouter pour Engie une espèce de petite corde immatérielle à son arc. Donc en fait, on avait déjà ces monuments historiques, hein, les arènes de Nîmes, le théâtre antique d'Orange, des sites très prestigieux, en partenariat avec des villes, des institutions, comme l'Institut de France par exemple. Tout ça nous a créé des relations de confiance assez extraordinaires, puisque l'Institut de France, on travaille avec eux depuis plus de 25 ans maintenant. Et lorsque je vous parlais de cette stratégie digitale, finalement, c'est tout ce capital, tout ce savoir-faire qui nous a permis de basculer sur le digital. Parce que finalement, pour créer des expositions numériques, ça procède exactement la même chose. Il faut pouvoir dialoguer avec des prêteurs, avec des ayants droit des œuvres pour pouvoir les numériser, les projeter, vendre une gamme de produits dérivés. Et finalement, c'est ce capital, ce savoir-faire humain de notre cœur de métier très traditionnel qui nous a permis de basculer. Ça nous a permis de basculer aussi sur les territoires, c'est-à-dire que là où on allait capter des sites déjà existants, et bien finalement on s'est retrouvé nous-mêmes comme créateurs de sites. Et donc il nous a fallu, avec nos contraintes, chercher ces sites, ce qui était un peu une bascule intellectuelle. On voulait le faire à Paris, le site initial c'était en Provence, au bout de Provence, qui était le 3e site touristique de PACA, avec 7 ou 800 000 visiteurs. On l'a fait à Paris, on a trouvé une friche industrielle, 1500 m² en plein cœur du 11e arrondissement. On y a accueilli, dès la première année d'ouverture, 1 400 000 visiteurs, ce qui a été un succès absolument phénoménal. Hein. C'est le top 5 des fréquentations culturelles à Paris. Et puis, ce succès en a entraîné d'autres, puisqu'on a cherché à se développer à Bordeaux, ou en tout cas on a repéré, vous l'avez dit, cette ancienne base sous-marine à Bordeaux, 11 000 m² dans un quartier un peu en déshérence. On est tellement sûr de notre produit, de son pouvoir d'attractivité et de notre expertise qu'on y est allé. On a récupéré ces bassins à flot dans lesquels on a installé tout notre dispositif, et on est absolument persuadé que notre implantation va complètement transformer le quartier. Et on en est assez certain, puisqu'on a ouvert au mois de juin en pleine crise, et on accueille, on est sur les mêmes bases qu'à Paris, avec 1 500 000 visiteurs par an, voilà, ramenés au mensuel depuis notre ouverture. Et puis toute cette dynamique se poursuit, hein, parce que on est en contact avec une douzaine de villes aux États-Unis, en Asie, en Europe, qui font appel à notre expertise pour justement développer des lieux un peu hors normes comme ça. C'est quand même incroyable d'arriver à faire ces lancements et ces lancements avec grand succès dans l'année qu'on connaît, dans le secteur culturel, qui est quand même particulièrement touché. Vraiment, ouais. Bravo. Et alors, j'ai une dernière question. Vous êtes encore
assez nouveau dans ce groupe, puisque vous y êtes depuis 3 ans. Et Bruno Meunier, qui est son fondateur et dirigeant, moi je connais l'histoire de ce groupe, et il donne l'impression, depuis l'origine, d'avoir suivi tous les projets qu'il a montés avec une grande exigence, à la fois culturelle, organisationnelle. Et donc, je le disais, vous traversez plutôt bien cette crise. Et on a parlé de la digitalisation, on a parlé de l'innovation, mais il y a aussi un point très important, je trouve, c'est la qualité que Bruno Meunier a su créer entre Culture Espace, ses dirigeants, et l'ensemble de ses parties prenantes, de vos parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Bon, on parle de capital humain, on parle de savoir-faire, et effectivement, Culture Espace est dirigé par son fondateur encore depuis 30 ans. Et ça, c'est une vraie force parce que ça permet de maintenir un cap, de s'aligner sur l'idée initiale qu'il avait, voire sa vision, qui était une idée faite d'exigence et de quelques mots-clés qui, si vous voulez, transparaissent dans toutes les actions qu'on mène. C'est la démocratisation de la culture, c'est le visiteur en première ligne, c'est l'exigence qu'on a vis-à-vis de nos collaborateurs et nous-mêmes dans tout ce qu'on entreprend. Et finalement, c'est ces petites briques, petit à petit, qui ont permis de construire un savoir-faire qui est reconnu par les parties prenantes, comme vous avez dit, parties prenantes propriétaires des sites, par exemple. Je vous ai parlé de l'Institut de France, avec qui on travaille depuis plus de 25 ans. C'est bien parce qu'ils reconnaissent tout ce travail et toute cette exigence. On est reconnu dans le milieu, si vous voulez, des musées, parce que quand on crée des expositions, des spectacles, il faut pouvoir échanger des œuvres avec des musées internationaux. Donc il faut avoir une carte de visite extrêmement forte que possède Culture Espace. Et puis on se rend compte que petit à petit, il y a un certain nombre de patrimoines qui grandissent grâce à notre action, qui retrouvent une espèce de fierté. On parlait de territoire tout à l'heure. Je pourrais vous citer les arènes de Nîmes, où on organise les grands jeux romains, des grandes fêtes qui étaient cantonnées aux arènes initialement, et qui finalement maintenant rayonnent dans toute la ville. Il y a des camps de toile dans la ville, tous les commerçants sont entraînés de cette dynamique, et donc ça crée une relation qui est faite de confiance, de durabilité, mais qui est vraiment appuyée sur je dirais, cette exigence de tous les instants. Et là, il faut reconnaître à Bruno Meunier le fait de maintenir extrêmement ferme ce cap. Voilà. Bon, merci beaucoup. Dernière séquence de cet échange avec Monsieur Jean Ballas, donc du groupe Ballas. Vous êtes donc le président de ce groupe qui a été fondé en 1804. Votre entreprise est une des raretés du secteur à ne pas avoir été rachetée par un géant du BTP. Vous êtes devenu une des plus anciennes entreprises indépendantes d'Île-de-France. Et je voulais vous poser une première question, mais je ne vous vois pas à l'écran. Pourtant, je vous entends. Je suis là. D'accord. Et je pense qu'on va finir par vous voir. Et donc, je vais vous poser la première question, le temps de vous faire... alors peut-être... voilà, merci. Une première question, vous faites partie donc des secteurs d'activité gravement touchés par cette crise. Vous avez dû arrêter vos chantiers dans le premier confinement. Vos activités de service aussi ont été durement touchées. Mais vous m'avez dit lors de la préparation de cette table ronde que vous en sortiez quand même pas trop mal, même si c'est une année difficile. Et comment pouvez-vous nous expliquer cette capacité de résilience que vous avez su mettre en place pour passer cette crise, notamment vous appuyant sur votre capital humain, qui est le sujet que vous avez tout de suite abordé lors de notre échange? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci à Jérôme de m'avoir invité à cette table ronde. Comme vous le disiez, le groupe Ballas, c'est origine 1804, donc c'est un groupe
familial, indépendant, qui œuvre et qui sont collaborateurs dans les métiers du bâtiment, hein, aussi bien sur les chantiers que dans les activités de service. Et dire qu'on s'en sort bien serait peut-être un peu prétentieux aujourd'hui, d'autant plus que à subir, et c'est vrai que l'année 2020 est une année forcément compliquée. Donc c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien sur les activités de service, qui sont des activités de cycle court et qui ont bien redémarré après 2 mois d'arrêt d'activité, qui ont été extrêmement pénibles, hein. Mais les activités de cycle long, elles ont quand même mis beaucoup de temps à redémarrer, hein. Quand je dis activité de cycle long, c'est tout ce qui est chantier. Beaucoup de temps à redémarrer, beaucoup d'inertie, changement des habitudes de travail, nécessité pour nos collaborateurs, nos compagnons sur les chantiers de prendre des mesures de distanciation, etc. Et c'est vrai que peut-être que la résilience, elle fait partie un peu de notre ADN, de fait de notre ancienneté, mais ça n'a pas été simple du tout. Et puis, je dirais aussi que les acteurs, hein, les maîtres d'ouvrage n'ont pas toujours facilité le redémarrage des chantiers parce qu'eux-mêmes avaient une forme d'inertie, une incertitude, un manque de visibilité. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être, et là ça fait aussi partie des actifs immatériels, c'est les mesures prises par la profession, et la profession elle est importante, ont permis d'échapper, disons, à ce deuxième confinement, puisque les chantiers du bâtiment ne sont pas arrêtés par ce deuxième confinement. Alors, ce qu'on peut retenir quand même, malgré tout, c'est quelques points positifs et rester optimiste. Et ce qui, par rapport à l'adversité et l'incertitude de cette crise, et je pense que dans les éléments d'optimisme, la résilience en fait partie. Et comme vous l'évoquiez, Benoît, le métier de bâtiment, c'est un métier très humain, c'est un métier dur, c'est un métier où les relations sont extrêmement importantes, et donc le capital humain, il est essentiel. Et sans nos compagnons engagés sur les chantiers, il n'y a pas grand-chose de possible. Et peut-être cette résilience, elle a été confortée ou accompagnée par malgré l'arrêt d'activité et malgré des collaborateurs qui sont sur des chantiers qui restaient chez eux, hein, pendant toute la période des 2 mois d'activité, on a gardé le contact, gardé le lien. Et ça, c'est un élément essentiel, hein, garder le lien, la communication, l'information de tous les collaborateurs. Il y a un certain nombre de communiquer durant cette période. Et je crois que là aussi, on peut souligner un élément important qui a déjà été évoqué, c'est l'importance du digital, l'importance de tous les outils digitaux qui ont permis de maintenir ce lien, c'est-à-dire les outils mobiles, les PC portables qui ont permis à des collaborateurs de continuer à travailler à distance, la connexion avec notre système d'information, tout cela, finalement, on ne se rendait pas compte, mais ça a été extrêmement important pour contribuer à cette forme de résilience. Par exemple, tous nos collaborateurs, depuis 2 ans, avaient une adresse mail. Ça facilite énormément la communication le jour où finalement on se trouve coupé de tout cela. Hein, et puis, même si en effet nous ne sommes jamais parfaits, hein, nos entreprises sont jamais parfaites, nous sommes très sensibles à l'engagement des équipes, aux relations sociales, aux valeurs de notre groupe. Et je dirais que tous ces petits riens contribuent à cette résilience et constitue finalement le socle de ce capital humain qui pour moi est essentiel. Ah je vous entends plus là. Je pense que vous avez votre micro qui est coupé, Benoît. Ça c'est pas mal. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas comment il s'est coupé. Désolé. Excusez-moi. En plus de cette gestion des talents, vous avez engagé un travail, vous m'avez dit, sur l'ensemble de vos actifs immatériels. Et vous m'avez bien expliqué que vous preniez en charge ce capital humain de façon historique dans votre groupe, mais vous expliquez aussi que vous pilotez votre entreprise en vous appuyant sur les autres composantes de l'actif immatériel, à savoir le capital organisationnel et le capital relationnel. Vous pouvez
Oui, je peux en dire deux mots. Peut-être que, en fait, ces éléments-là, je pense qu'ils font partie de l'ADN. Hein. En fait, on cultive nos actifs immatériels sans forcément le savoir. Et j'ai eu la chance d'être sensibilisé aux actifs immatériels grâce à Jérôme Julia dans le cadre d'un travail partagé à l'époque sur sur un de ses livres. Et je le remercie parce que finalement, il m'a fait découvrir quelque chose qui était pratiqué chez nous, mais finalement, on ne mettait pas forcément en valeur, c'est-à-dire ces actifs immatériels. Alors bien sûr, on l'a évoqué, c'est le capital humain, hein, avec ce souci permanent de transmettre, de former, d'intégrer, d'accompagner nos collaborateurs. Hein. À titre d'exemple, pour former un couvreur en monument historique, il faut 10 ans. Hein, c'est un investissement très important sur justement le capital humain et c'est vrai pour la plupart de nos compagnons. Et donc, on investit sur ce capital humain aussi au travers de l'apprentissage. Nous avons cette année 92 apprentis, ce qui correspond à plus de 12% de notre effectif total, avec depuis plus de 35 ans maintenant cette ambition permanente de transformer en fin de contrat d'apprentissage, de recruter, et on recrute 60% de nos apprentis. Et ça, je pense que c'est encore un petit rien, mais c'est énorme en termes de capital humain. Alors sur l'aspect, ce deuxième composante qui me paraît essentielle, c'est le capital relationnel. Le capital relationnel avec nos clients. Hein, et pendant la période de confinement, on a vraiment fait en sorte que tous nos collaborateurs gardent le contact avec les clients, tout au moins à ceux qui étaient joignables. Hein, mais on a été extrêmement attentif à cette relation client et à garder le contact. Et puis, dans le capital relationnel, j'ajouterais, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure en particulier par Pierre Pelouzet, et ça me paraît aussi extrêmement important, le capital relationnel avec toutes les parties prenantes, et en particulier les fournisseurs et les sous-traitants. Dans le monde du bâtiment, on ne fait pas tout seul, on fait appel aussi à des sous-traitants, ce qui sont quelquefois qualifiés de partenaires. Moi, je dirais que c'est en tout cas des parties prenantes avec lesquelles on doit avoir une relation établie, durable. Et à titre là aussi d'illustration, pendant la période du confinement, nos services comptables, ils ont continué à bosser, même dans des conditions pas toujours très faciles, pour, avec une priorité, payer nos sous-traitants et payer nos fournisseurs, de façon à ce qu'au redémarrage, on n'ait pas l'inertie de cela. Puis enfin, dernier actif extrêmement important, de mon point de vue, le capital organisationnel. Alors moi, je suis toujours un peu partagé entre disons, l'idée et le concept de l'entreprise libérée, et puis la nécessité de reposer ou de faire reposer l'entreprise sur une organisation avec une rigueur, avec des processus qu'il faut sans arrêt améliorer. Et c'est vrai que faut toujours choisir, si vous voulez, entre le court terme, hein, c'est peut-être, et le moyen terme, ou le long terme. Et les actifs immatériels, c'est vraiment du moyen terme et du long terme. C'est peut-être une particularité des entreprises, des ETI indépendantes, c'est que on est là pour durer. Hein, et nos investissements, ils sont pas toujours immédiatement rentables, mais ils s'inscrivent dans la durée. Et les actifs immatériels, c'est l'illustration de cet investissement dans la durée. Alors, j'ai une dernière question. La crise de la Covid révèle la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux par le plus grand nombre et elle accélère la digitalisation du business. Donc, vous l'avez entendu, vous n'avez pas attendu pour mettre en place cette stratégie d'innovation. Comment elle vous aide et sur quel levier innovant que vous avez mis en place il y a quelques années, vous traversez plus facilement cette crise? Alors, peut-être des exemples, il y en a beaucoup. Moi, je pense que l'entreprise, elle est en transformation, en évolution et puis en transformation permanente. Et la crise que nous vivons, elle nous impose finalement de transformer nos entreprises. Et j'ai une petite phrase que j'aime bien, qui n'est pas de moi, qui est de Philippe Van den Bulck, qui est un expert en transformation des entreprises, qui dit que tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Et alors, la question permanente, c'est de se dire comment ne pas dégénérer. Eh bien, moi, je pense que
il y a tout ce qui touche au digital, hein, je l'ai déjà évoqué, mais on est extrêmement concerné, même dans ces métiers assez traditionnels que sont les métiers du bâtiment, mais la BI, la GED, les outils dont on commence à même parler dans nos métiers d'intelligence artificielle, la maquette numérique qui est vraiment devenue un incontournable dans nos métiers, les applications de gestion. Bon, tout cela, ça constitue des fondamentaux forts. En termes d'innovation, peut-être pour répondre plus précisément à votre question, c'est une préoccupation permanente. Et depuis quelques années, nous avons mis en place une innovation qui est la fabrication hors site, c'est-à-dire que nous préfabriquons beaucoup en atelier pour gagner à la fois du temps, gagner en coactivité sur les chantiers, gagner en meilleures conditions de travail pour nos salariés. Et donc ça, c'est un exemple d'innovation qui s'est énormément développé chez nous. À titre d'exemple, là, on est en train de terminer une église, dans la couverture d'une église dans Paris qui s'appelle l'église Saint-Vincent de Paul. L'ensemble des bacs en cuivre, parce que c'est une couverture en cuivre, l'ensemble des bacs en cuivre, alors qu'on est sur un monument ancien, hein, a été entièrement préfabriqué en atelier, donc ce qui a facilité énormément, et ça c'est une innovation assez exceptionnelle. Hein. Voilà. Je dirais ce qu'on peut regretter, peut-être, c'est que dans le bâtiment, toutes ces innovations, tous ces actifs immatériels, alors c'est vrai pour le bâtiment, mais c'est vrai peut-être pour d'autres secteurs, mais je vais le dire pour le bâtiment, ils ne sont pas pris en compte. Dans les appels d'offres, ce qui compte, c'est le prix. On a beau valoriser, mais c'est le prix, parce que finalement, on va vous choisir, peut-être, grâce à tous ces actifs immatériels ou grâce à tout ce que vous êtes. On va vous choisir, mais toujours au prix du moins 10 ans. Et c'est un vrai combat permanent. Il faut aller de l'avant, il faut jouer la pérennité, il faut jouer la durabilité. Et puis, en regard de cela, finalement, on est toujours à tirer vers le bas avec quand on achète au moins cher, ça coûte cher, ça peut coûter cher au maître d'ouvrage, ça coûte cher à la société par les défaillances d'entreprises. Hein. Ça, je suis affolant, le nombre d'entreprises défaillantes dans le bâtiment qui disparaissent et qui renaissent et qui laissent la dette à la société. Et ça, finalement, nous, les entreprises anciennes et qui sommes extrêmement attachés à cette durabilité, ça fait une forme un peu de concurrence déloyale. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit plus pris en compte à la fois dans les appels d'offres, dans les consultations, hein, et puis que ça soit également plus pris en compte dans les jugements des acteurs financiers, des banques, des assureurs crédits, qui vous jugent c'est leur ordinateur qui vous juge, que sur les aspects purement bilanciels et financiers, et qui ne vous jugent pas, qui ne vous apprécient pas sur vos actifs immatériels. Voilà un peu ce que je pourrais dire en réponse à vos questions, Benoît. Merci Jean. Est-ce que Charles-Henri Oufou? Oui, là j'ai une question pour M. Ballas, qui peut aussi rebondir pour parce que quand vous dites que lorsque vous subissez des appels d'offres, on vous choisit à cause du prix, est-ce que vous appliquez la même politique ou comment vous choisissez vos propres fournisseurs, vos propres partenaires et vous considérez que justement tout cet apport immatériel est important? Est-ce que vous avez votre propre grille de lecture? Comment vous vous appuyez? Ou est-ce que vous avez fait appel à une agence de notation extra-financière, ou j'en sais rien, pour bien choisir vos partenaires? Et puis j'avais une autre question, mais même si vous n'avez qu'un actionnaire, c'est-à-dire soit familial, soit le groupe Suez, parce que vous avez parlé de vos relations avec les parties prenantes, et quelles sont justement et comment vous reportez à vos actionnaires? Ah, le micro. C'est bien, il y a quelqu'un qui nous coupe nos micros quand on ne parle pas. Pour répondre je vais peut-être répondre d'abord à votre deuxième question. Bon, peut-être un peu. Moi,
je sais pas si c'est une chance, mais j'ai pas d'actionnaire dans mon groupe. Voilà. Donc, je rends compte qu'à moi-même, ou tout au moins, oui, c'est à peu près ça. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir reconsolider un actionnariat qui était extrêmement varié et j'ai eu la chance de pouvoir sur la durée, hein, ça s'est pas fait en un jour, hein, de pouvoir concentrer le capital. Donc j'ai pas de compte à rendre de ce point de vue-là, si ce n'est à moi-même. Et c'est quelquefois difficile de se rendre compte à soi-même et aux parties prenantes parce qu'elles sont importantes. Pour ce qui est du choix des fournisseurs, enfin du choix des fournisseurs et des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons, c'est un microcosme, hein, le bâtiment. Hein, donc les relations, on est obligé de les avoir et enfin, même si on n'était pas obligé, on les a. On a besoin de nos fournisseurs, on a besoin de nos partenaires sous-traitants. Ce qui est important, c'est d'avoir la relation et la confiance, une confiance qui soit établie et durable. Voilà, ça me paraît essentiel. Après, il ne faut pas être naïf, hein. On a la pression de l'économie et forcément, on est extrêmement attentif à nos conditions d'achat et à nos achats, évidemment. Merci. Foulk, vous voulez répondre à la question aussi sur les relations avec votre actionnaire? Je crois que c'est pas encore le sujet. Non, je peux y répondre brièvement, juste pour vous dire que la culture, c'est aussi un écosystème très particulier et un microcosme. Et donc, effectivement, quand on choisit des partenaires, eh bien, en fait, on a une espèce de shortlist. Je dirais que le prix, c'est pas que le prix rentre pas en compte, mais voilà, on travaille dans un écosystème assez réduit. Et puis, pour ce qui est de la question de l'actionnariat, on a un métier qui est tellement différent de celui de notre actionnaire principal, qu'il nous reconnaît ce savoir-faire, cette expertise très particulière, et que bien sûr on rendait compte à notre actionnaire, mais qu'il y a une relation de confiance absolue, et donc ce qui facilite grandement les choses pour les nouveaux projets, maintenir des sites à flot qui sont pas forcément très rentables, parce que dans la culture, tous les sites ne le sont pas forcément, mais c'est notre actionnaire comprend bien que tout cet ensemble, ce groupe, tient d'une seule pièce, je dirais. Voilà. Merci. Alors, il y a 2 contributions qui ont été faites, je ne sais pas si vous les voyez. Jérôme rappelle le passé glorieux de l'entreprise Ballast. Tu veux en dire un mot directement, Jérôme? Oui, enfin, je me permettais parce que merci Jean, mais c'est péché de modestie. Je voulais souligner juste à titre d'information que selon mes informations, l'entreprise a été créée en 1804. Je crois que le premier Ballast, j'allais dire, à reprendre, je crois que c'est en 1878. Bravo. Voilà, que vous avez beaucoup contribué, enfin, quand je dis vous, votre entreprise et vos ancêtres, à la construction du Paris haussmannien, et notamment la couverture, les toits, hein, que l'on connaît. Alors, des grandes réalisations emblématiques comme le Grand Palais, l'Opéra, mais plein de toits qui font que les toits sont ce qu'ils sont aujourd'hui à Paris ou ailleurs. Et donc, je voulais souligner, c'était plus une remarque, quand on parle de savoir-faire, de compagnonnage, de transmission, d'innovation et d'amour du métier manuel, voilà, je pense que le groupe Ballast en est une incarnation. Ouais, merci Jérôme. L'importance, c'est essentiel, toute cette transmission. On ne peut pas tout évoquer, on pourra parler pendant des heures, mais cette transmission du savoir, hein, ce côté de l'apprentissage, ce côté de l'accompagnement des jeunes, ce côté transmission des anciens compagnons aux plus jeunes, c'est un élément essentiel dans ces métiers. Et c'est vrai que c'est des métiers qu'on ne voit pas, hein, qui sont peu valorisés, mais ce sont des métiers formidables. Hein. Les compagnons en couverture, c'est un métier extraordinaire. On travaille sur les toits en toute sécurité, hein, faut bien rappeler, avec le geste du couvreur qui est quelque chose de formidable. Voilà, mais merci d'avoir rappelé. Je crois qu'il y avait une autre petite question. Il y a une autre question, oui. Oui. On vous demande si est-ce que vous regardez des labels de type Bicorp ou Lucie qui quand même couvrent l'ensemble des champs des immatériels que vous avez cités. Est-ce que vous les utilisez? Enfin, on les utilise bien sûr, puisque les chantiers, beaucoup de chantiers auxquels nous participons ont ce type de label. Donc, c'est plus les constructions qui ont ces labels et donc on y participe. Donc, on a les exigences, on fait en sorte de répondre
aux exigences de ces labels. Par ailleurs, nous en interne, on est ISO 14001, donc on a cette sensibilité à l'environnement. On a des qualifications professionnelles. Là aussi, oui, ça fait partie des actifs immatériels, mais finalement, tout ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est beaucoup plus, c'est encore vrai dans le bâtiment, et c'est beaucoup plus ces actifs immatériels que des actifs purement financiers de l'entreprise, c'est sûr. Et merci. Et Foulk, est-ce que vous regardez ces labels d'impact positif comme B Corp ou Lucie, ou c'est pas forcément encore le sujet? Alors, j'arrive pas à... Non, on n'est pas. On n'est pas sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que la question est pertinente, hein, parce que ce sont pas les labels, c'est des labels qui sont, à mon avis, proches, à vous entendre, que ce soit Culture Espace ou l'entreprise Balas, je pense que vous avez une stratégie, une manière de gérer vos actifs immatériels qui font que vous seriez très à l'aise dans ces labels. Ce sont des questionnaires, hein, c'est pas le système de management de ce que vous produisez comme une norme ISO, c'est une photographie de l'engagement de l'entreprise sur un certain nombre de sujets. Après, oui, d'accord. Autant pour moi, je croyais qu'on parlait de labels sur les constructions des bâtiments. En effet, oui, ça nous permet de finalement nous positionner l'entreprise par rapport à un certain nombre de critères et travailler sur ces critères où on peut être un peu en point de faiblesse. C'est ça. Ouais, ok. Mais c'est vrai que on le voit bien dans tous les échanges qu'on a eu là, des atouts pour traverser cette crise, et tous ces chantiers engagés sur les immatériels depuis des années permettent d'avoir une certaine forme de résilience. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Jérôme, tu veux ajouter quelque chose? Sinon, je crois merci, je pense que le temps passe. Voilà, alors je ne sais pas si on a une pause qui est prévue normalement pour reprendre dans 10 minutes. C'est ça. Ophélia, je te laisse l'antenne. Merci à tous, merci à nos intervenants. Merci à Benoît, Foulk et à Charles-Henri et Jean pour cette table ronde. Je vous propose 10 minutes de pause pour enchaîner après sur la table sur l'Europe. Donc je vous dis à tout de suite.